Aujourd'hui, nous allons entamer la suite de l'algèbre de boules par les diagrammes de Carnot. Alors, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent avec l'algèbre pure et dure n'est pas ce qu'il y a de plus simple. En réalité, ce que nous avons fait dernièrement était ce qu'il y avait de plus compliqué dans ce cours. Eh bien, la difficulté va descendre et vous allez voir que grâce à cette méthode purement graphique, eh bien, il y a moyen de pouvoir résoudre des problèmes d'algèbre de boules beaucoup plus simplement que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, regardons cet exemple que nous avons sous les yeux. J'ai mis deux ensembles, je vais entourer ici pour rappeler que ce que je suis en train de noter ici, c'est simplement le fait de savoir si je suis d'accord de prendre une partition ou pas. Eh bien, nous avons donc l'exemple ici de ce que nous avons appelé la différence symétrique A delta B, et on avait vu que c'était A inter B bar union A bar inter B, ou le contraire. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans quel ordre on est en train de placer les différents éléments. Alors, souvenons-nous que nous avions vu qu'à partir de là, c'était facile de faire une certaine correspondance en écrivant que A delta B, lorsqu'on est en train d'utiliser la théorie des ensembles, eh bien, il suffit d'écrire A plus B est égal à A B bar plus A bar B, ou le contraire, A bar B plus A B bar, comme on veut. Si je veux écrire la table de vérité qui correspond à cela, eh bien, je vais faire ça en dessous. Voilà, comme ceci. Donc, on sait que dans la table de vérité, les seules partitions qui sont vraies sont celles où A et B sont différents. Donc, du coup, si on veut écrire ça sous forme algébrique, qu'est-ce qu'il suffisait de faire? Je trace une petite flèche juste à côté des 1 pour pouvoir trouver les termes de ma future addition. Avec le 0 et le 1 qui se trouve ici, ça me donne A bar B. Celui qui est juste en dessous, avec le 1 et puis le 0 qui se trouve là, ça me donne A B bar. Et on constate bien que quand on fait la somme des deux, si on rejoint ces deux-là dont on fait la somme, eh bien, on tombe fatalement sur l'expression que l'on avait ici. La méthode de Carnot consiste à partir en réalité de ce que nous avons au niveau des ensembles et de dire, bon, puisqu'il y a 4 partitions, ce qu'on peut faire, c'est par exemple dessiner 4 cases comme ceci. Donc voilà. Et alors, nous avons que chacune des cases pourrait correspondre à chacune des partitions. Il y a plusieurs manières de le faire. Voici celle que je vous propose pour suivre mes notes de cours. Je note d'un côté A bar et A, pour avoir tous les A, et de ce côté-ci, B bar, B. Alors, au niveau de la théorie des ensembles, je vois qu'il y a un 1 dans la partie ici, dans cette première partition, qui correspond à A inter B bar. Alors, A inter B bar, on est d'accord pour dire que cela correspond à A B bar, et A B bar, au niveau région, eh bien, c'est le 1 qui serait placé là. Donc, ce 1 qui est ici, et ce 1 qui est là, on va dire que c'est la même chose. Alors, je peux faire la même chose pour les 4 autres régions, et je vais finir par obtenir ceci. Voilà. Comme ça. Ce qui fait que on est passé en réalité de la théorie des ensembles à ce qu'on va appeler donc un diagramme de Carnot, que l'on trouve ici. Ce qu'on va faire en réalité généralement, c'est plutôt aller dans l'autre sens lorsqu'on a fini par trouver la solution. Donc, en résumé, si je prends ce que je vois dans chacune des cases, eh bien ici j'aurai un 1 ici, qui correspond à A bar B, c'est ce que j'ai ici. Et alors, j'ai un autre 1 ici, je l'entourerai 2 fois, comme ceci, qui correspond alors à ce moment-là
au A bar, pardon, c'est le contraire. Le A bar B est là et le AB bar qui se trouve là. Donc ainsi, on a une correspondance entre le diagramme de Carnot et l'algèbre de Boole. Et c'est à peu près à cela qu'on va jouer, sauf qu'on va voir qu'il y a moyen de pouvoir faire différentes simplifications. Alors remarquez que dans les explications de vidéo, je suis passé directement à 2 variables parce que avec une seule variable, bon, on a simplement deux cases, on ne peut avoir que A ou A bar, on n'est pas très avancé. Les exercices d'algèbre de Boole ne commencent véritablement que lorsque vous avez 2 variables. Eh bien, examinons un petit peu différents exemples. Je vais prendre un premier exemple très simple. Supposons que vous ayez un 1 qui se trouve là et un 1 là. Et donc, on va mettre des zéros ailleurs. Eh bien, qu'est-ce que l'on obtient au niveau de ce qu'on va appeler la fonction de sortie? On peut l'appeler f ou on peut l'appeler s. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On aurait, d'une part, si je prends le 1 qui se trouve ici, je vais obtenir A bar, B bar, d'une part, et à cela, je dois rajouter ce qui correspond à ce 1-là, c'est A, B bar. Et si j'utilise l'algèbre de Boole, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais voir que je peux mettre B bar en évidence, comme ceci. Je sais que A bar plus A, ça fait toujours 1, donc je vais obtenir 1 fois B, qui me donne évidemment, pardon, ce sont des barres, B bar. Voilà le résultat donc que j'obtiens en finale. Pour l'instant, bon, on n'a rien simplifié du tout. On est parti de différents 1 et après on s'est dit tiens, ben on va regarder comment est-ce qu'on peut résoudre le problème avec l'algèbre. Or, la méthode de Carnot consiste justement à éviter ce procédé. Eh bien, voici comment on va procéder. Voilà, je reviens à mon point de départ et alors ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'on appelle des regroupements. Alors, le regroupement que je vais faire, c'est celui-ci. Voilà, je vais prendre ce qu'on appelle un doublet. Un doublet, c'est-à-dire prendre 2 1 qui sont adjacents, c'est-à-dire bon, 2 cases qui sont l'une à côté de l'autre. Alors la question c'est, est-ce que je peux tirer quelque chose de cela? Eh bien la théorie de diagramme de Carnot va dire ceci. À partir du moment où j'ai une variable qui est à la fois complémentée, donc supposons que ce soit A et c'est justement le cas, donc une variable complémentée et non complémentée, si je trouve les deux dans un doublet, eh bien vous avez alors à ce moment-là la variable qui disparaît. Effectivement, je constate que dans mon doublet, j'ai A bar qui intervient et j'ai également A qui intervient. Donc du coup, les A disparaissent, il ne reste plus que B bar et l'exercice est déjà terminé. Vous voyez à quelle vitesse cela va. Alors, les règles fondamentales pour pouvoir faire ces regroupements consistent à faire tout le temps ceci. Quand vous avez ce qu'on appelle un doublet. Le doublet, ça veut dire que, bon, que vous avez 2 cases. Je vais même me permettre de pouvoir faire un petit détail en disant que c'est carrément 2 exposants une case. C'est-à-dire, ça ne change rien au niveau du résultat, c'est pour la suite de l'écriture que vous allez avoir une conséquence. Eh bien, vous avez moins une variable. Vous avez une variable qui disparaît. Si vous avez un quartet, c'est-à-dire que vous avez 4 cases, c'est-à-dire 2 exposants 2 cases, comme ceci. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? C'est non pas une variable, mais c'est moins 2 variables que vous allez faire disparaître. Donc, moins 2, je vais l'écrire comme ceci. Donc, je vais faire un petit changement. Voilà, en espérant que ce sera clair comme ceci. L'idée, donc, c'est de dire que lorsque j'ai un doublet, c'est-à-dire 2 cases adjacentes, eh bien, je fais disparaître une variable. Lorsque j'ai un quartet,
donc c'est-à-dire deux exposants de 4 cases adjacentes, eh bien, c'est deux variables que je vais faire disparaître. Et vous l'aurez sans doute compris, si on veut continuer de la sorte, si maintenant je veux faire apparaître, si je constate que j'ai un octet, c'est-à-dire deux exposants 3, c'est-à-dire 8 cases adjacentes, on y reviendra par la suite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Je vais tout simplement avoir 3 variables qui disparaissent. Bien entendu, ça n'a de sens que si vous avez le nombre de cases suffisantes et donc le nombre de variables suffisantes pour que cela puisse se produire. Eh bien, on va explorer les différents moyens de pouvoir donc obtenir à chaque fois ces résultats qui permettent de pouvoir faire disparaître à chaque fois différentes variables. Eh bien, on va prendre toute une série d'exemples pour voir comment cela fonctionne. Prenons le cas des identités remarquables. On vous donnerait comme exercice A plus AB, par exemple. Et vous devez trouver ce qu'on obtient. Bon, l'identité remarquable nous dit que ça doit être égal à A. Eh bien, on va pouvoir le vérifier. Commençons d'abord par placer toute une série de 1 qui correspond à chacun des termes. Prenons le premier ici, le premier terme A. Eh bien, le premier terme A, eh bien, je le trouve dans cette case-ci. Je le trouve également dans cette case-là. Attention, lorsque vous avez un terme, l'idée c'est de placer des 1 partout où la variable, ou en tout cas le terme fonctionne. Je veux m'occuper alors ensuite du second terme, AB. Le AB, il est déjà ici, il est déjà placé. Donc, on ne va pas mettre un second 1 puisqu'il est déjà pris. Je n'ai plus qu'à remplir de 0 ce qui reste. Je vais ensuite procéder à mon regroupement. Alors, qu'est-ce que je sais faire comme regroupement? Je ne sais faire qu'un regroupement de cases adjacentes comme ceci. Je vois que dans ces deux cases, le A intervient dans chacune. Alors, dans cette case-ci, j'ai affaire à B bar. Dans la case d'à côté, ici, j'ai affaire à B. Donc, on a B qui est à la fois complémenté et non complémenté. J'ai donc B qui disparaît, ça veut dire que j'ai mon doublet qui correspond uniquement à la valeur A. Et en réalité, dans la théorie des ensembles, ce serait tout simplement les partitions qui contiennent A moins B et puis A inter B qui compléterait alors à ce moment-là l'ensemble A total, ce qui fait que finalement on obtient A. Autre exemple, prenons le cas 6, on a affaire à l'identité remarquable que l'on retrouve mais vraiment très régulièrement, c'est A plus A bar B. Et affirmé, j'ai même démontré que c'était égal à A plus B. Voyons un petit peu si c'est vrai. Alors, si je prends le A, eh bien, pour celle-ci, j'ai donc le 1 qui vient se placer ici, le 1 qui vient se placer là. Je prends le terme suivant, A bar B. Alors, A bar B, il ne se trouve qu'un seul endroit, c'est ici. J'ai épuisé les deux termes, donc ici j'ai 0. Maintenant, je vais pouvoir faire mes regroupements. J'ai le même regroupement ici que tout à l'heure. J'ai ici un 1, 1. Alors, ce 1, 1 va me permettre de pouvoir écrire que j'ai affaire à uniquement, je vois que le A se trouve partout, donc je peux l'écrire. Par contre, j'ai B et B bar. Donc, je dois éliminer B, puisque elle est à la fois complémentée et non complémentée. Je vais m'occuper de la suite. J'ai un 1 qui reste, mais notez que ce qu'il faut savoir, c'est que les regroupements peuvent se chevaucher l'un l'autre. Donc voilà, ici, j'ai un autre regroupement qui va m'intéresser. Et donc ce regroupement, si je regarde ce que j'ai,
Alors, pour ce qui est du A, j'ai le A bar et le A qui interviennent, ça veut dire que le A disparaisse. J'ai B, donc en fait, au niveau de la théorie ensemble, j'aurais simplement A union B, dans ce cas-ci, ça se voit assez bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à donner le résultat que j'ai trouvé, c'est-à-dire que c'est égal à A plus B. Et mon exercice est terminé. Alors vous aurez compris que la méthode de Carnot est surtout intéressante qu'à partir du moment où vous avez des chevauchements qui sont possibles. Je reviens au A plus B plus entouré que nous avions utilisé au début de cette leçon. Je sais que c'est égal à A bar B plus AB bar. Alors, A bar B, il est ici. AB bar, il est là. J'obtiens 2 zéros. Qu'est-ce que j'ai comme chevauchement? J'en ai aucun, donc je suis coincé. Je ne sais absolument rien faire. Dans le cas de 3 variables, j'aurai à ce moment-là 3 ensembles. Et au niveau des partitions, j'en aurai 8. Donc il me faudrait 8 cases pour le diagramme de Carnot. Et là, on va être bloqué par quelque chose. Il faut faire en sorte que les cases adjacentes correspondent bien à chacune des partitions des différents ensembles. Et pour que cela ait un sens, il faudrait que les intersections restent toujours des intersections. Alors, j'ai inventé une petite méthode qui me permet alors à ce moment-là de pouvoir dessiner correctement le diagramme de Carnot en prenant les ensembles, mais en les dessinant dans un autre ordre et de manière rectangulaire, comme ceci. Alors, cette structure a l'air un peu étrange. Et maintenant, examinons ce que je pourrais faire comme diagramme de Carnot à partir de ce que j'ai créé là. Voilà. Donc, il me suffirait de faire un diagramme de Carnot qui contient donc 8 régions comme ceci. Voilà, j'ai mes 8 cases. Alors, pour l'ensemble A, eh bien, c'est facile. Je vois que l'ensemble A correspond aux 4 cases qui sont en dessous. Donc, je vais pouvoir écrire A pour la ligne complète qui se trouve en dessous, et donc A bar pour la ligne dessus. Alors, pour B, je vois que j'ai B et B pour les 2 colonnes de la fin. Et donc, pour les 2 autres, j'ai B bar et B bar. Et il me reste plus que C. Je vois que j'ai C, C pour les 4 cases qui sont au centre. Et puis ensuite, j'ai C bar et C bar qui vient se placer ici. Et bien voilà, j'ai créé mon diagramme de Carnot. Je n'aurai plus qu'à le remplir avec les différentes variables. Alors, je voudrais faire une petite remarque en ce qui concerne l'ordre de ces différentes cases. Comment sont-elles adjacentes les unes à la suite des autres? Je voudrais en fait examiner l'ordre de la case qui se trouve en haut à gauche, comme ceci, puis faire le tour comme ça, et puis à la fin, m'arrêter ici. Donc je vais jusque-là. Je fais ce tour-là. Alors, je vois que la première case, c'est A bar, B bar, C bar. Ce que je vais faire, c'est simplement l'écriture qui est identique à celle qui est utilisée dans les tables de vérité. C'est de dire que avec A bar, j'ai 0, puis ensuite B bar 0 et C bar 0. Et je vais faire ça ainsi de suite. Ensuite, j'ai A bar, B bar. Quand je suis dans la deuxième case, C. Troisième case, j'ai A bar, B, C. Ensuite, j'ai A bar, B, C bar. Je passe en dessous. J'ai ensuite donc la case A, puis B, C bar. La case suivante, c'est A, B, C. Ensuite, A,
B bar C, et enfin A, B bar, C bar. Eh bien, remarquez que cela correspond à un ordre bien spécifique qu'on appelle le code Gray. Alors, comment fonctionne le code Gray? Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive à pouvoir trouver cet ordre facilement. Je vais simplement utiliser à chaque fois le principe de ce que je vais appeler un miroir. Alors, allons-y. Je commence par avoir une seule variable. Et alors, bon, si j'ai une seule variable, c'est assez simple. Je ne peux avoir que 0 ou 1. Donc, je vais écrire 0, 1. J'aimerais bien savoir quelle serait la suite des nombres si maintenant je n'aurais pas simplement un seul bit, mais que j'en aurais deux. Alors du coup, je vais utiliser le principe du petit miroir. Je viens placer un petit miroir ici. Et si j'ai un effet miroir, je vais avoir un 1 et un 0 qui viennent se placer juste en dessous. Par contre, à gauche, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 0, 0, 1, 1, tout simplement. Je veux recommencer. Je dresse de nouveau un petit miroir. Alors, je dois faire l'effet miroir. Donc, j'ai un 0, puis j'ai un 1, 0, 1 et 0, 0. Voilà, j'ai plus qu'à mettre devant 4 0. Et puis, je mets 1, 1, 1, 1. Voilà, donc comme je vous avais dit, voilà, j'ai affaire au code Gray, comme ceci, et c'est exactement ce code là qui a été utilisé pour pouvoir mettre les cases adjacentes les unes à côté des autres, donc dans mon diagramme de Carnot. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fameux code? C'est tout simplement ceci, c'est que chaque fois que de mon côté je suis en train de descendre d'un nombre vers un autre, vous n'avez chaque fois que une seule valeur qui change à la fois. Vous voyez que si on était parti du binaire classique après 0, 1 qui se trouve ici, j'aurais dû avoir 1, 0. Mais ce que vous auriez eu, c'est que vous avez le 0 qui change et le 1 qui change aussi. Dans le code Gray, c'est interdit. Donc, il fallait faire en sorte que cela ne se produise pas et que si le 0 se transformait en 1, eh bien le 1 devait rester 1 à son tour. Nous sommes donc revenus à ce que nous avions fait précédemment. Nous avions donc la théorie complète concernant le code Gray et le pourquoi vous avez cette structure particulière pour le diagramme de Carnot. Alors, en pratique, comment est-ce que de mon côté je vais dessiner ce diagramme de Carnot? C'est comme ceci. Je commence par mes 8 cases. Je commence ensuite par m'occuper de la variable A. Je mets une barre sur le premier. Maintenant, notez que si vous mettez une barre sur le second, ça marche aussi. Ça n'a pas beaucoup d'importance au niveau de cet ordre-là. J'écris BC, BC, BC partout. Je mets alors 2 barres ici, une barre là et une barre là. Et voilà, mon diagramme de Carnot, en tout cas, au niveau de sa structure de base est terminée. Eh bien, je vais prendre un exercice pour pouvoir illustrer toute la théorie que nous avons vue jusqu'à présent. Alors, je vais prendre le premier exercice que vous aviez à faire avec l'algèbre de boules. Et vous aviez donc ceci qu'il fallait trouver. C'est A plus A bar C plus B bar C. Je voudrais résoudre cet exercice, non plus en utilisant l'algèbre de boules classique, mais ce que je voudrais faire, c'est utiliser donc le diagramme de Carnot. Allons-y. Bon, pour le premier terme, alors remarquez que parfois, il y a des méthodes qui sont très très simples. Avec un A tout seul, eh bien, je sais déjà que c'est toute la ligne de A. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est écrire des 1 partout ici. 1, 1, 1, 1. Voilà pour le A. Alors, je vais d'abord m'intéresser au tout dernier terme, B bar C, parce qu'il est aussi intéressant, parce qu'il y a une colonne qui s'appelle B bar C. C'est la deuxième. Donc, B bar C, c'est le 1 qui se trouve ici. C'est aussi le 1 qui est en dessous. Bon, il est déjà placé, il n'y a pas de problème. J'ai plus que le A bar
B à trouver. Alors, je regarde A bar B. Alors, le A bar B, il est à la fois ici, mais il est également là. Vous avez vu qu'il n'y a qu'un seul 0. Ça peut être intéressant à noter. Je vais faire une remarque juste après qui pourrait être assez intéressante à ce niveau-là. C'est que du coup, je vais rechercher ma fonction de sortie. Ma fonction de sortie va être assez immédiate. J'ai donc plein de quartets qui interviennent. Bon, bah alors comme ce sont des quartets, je vais utiliser des petits rectangles. Ce sera peut-être plus simple pour moi. J'ai le premier qui est évident. J'ai dit rectangle, voilà, comme ceci. J'ai le premier qui est là. J'ai donc le premier ici qui correspond à A, le premier quartet. Alors, je vais en prendre un second. Je vais changer de couleur, tiens. Comme ça, on les distingue bien les uns des autres. Donc ici, voilà, c'est un petit carré. Donc ça, je vois que si je veux trouver à quoi correspond ce quartet, en utilisant la théorie qui a été vue précédemment, c'est-à-dire le nombre de variables qui disparaissent. Je regarde la variable A, je vois que dans ce quartet, j'ai du A et du A bar, il disparaît. Enfin, donc j'ai le A et le A bar qui se trouvent ici, donc ils disparaissent. Le B ici et le B là sont identiques, donc le B reste. Et enfin, j'ai le C et le C bar qui sont ici, ils disparaissent, il ne reste plus que B, donc j'ai déjà plus B. Je vais donc aller pêcher maintenant encore un autre quartet. Voilà, il est ici. Voilà, comme ceci. Je vais procéder exactement de la même manière. Je voudrais savoir à quoi correspond ce quartet. J'ai de nouveau le A bar et le A, donc ça veut dire que le A disparaît. J'ai le B bar et le B, donc le B disparaît. Et j'ai C et C deux fois, donc le C intervient ici. Ça me donne donc A plus B plus C. Voilà donc ce que je devais obtenir au final en utilisant l'algèbre de Boole. Donc ça marche très bien. Et alors, il y a un autre truc qui peut être pas mal non plus, c'est de ne pas regarder au niveau des 1, mais peut-être au niveau des 0. Ça, c'est assez intéressant aussi. Vous voyez qu'au niveau du 0, vous n'avez qu'une seule chose, c'est le A bar, B bar, C bar. C'est le seul qui obtient le 0, mais il s'agit alors à ce moment-là de F bar, alors à ce moment-là. C'est la sortie inversée, ce qui fait que comme résultat, vous auriez obtenu que F est égal alors à ce moment-là A bar, B bar, C bar, et le tout avec en plus une grande barre au-dessus, comme ceci. C'est une loi de Morgan en réalité. Donc voilà. Vous auriez à ce moment-là eu ceci, j'ai rajouté le OU, pour pouvoir vous montrer comment l'exercice donc aurait dû être résolu. Voilà, je reprends mon diagramme de Carnot de base et je voudrais tester quelque chose. Supposons que vous avez ceci. 1, 1, 1, 1 et puis des zéros comme ceci. Alors, on s'est tenté de faire quelque chose d'assez intuitif, si on se base sur la théorie, c'est de dire, ah bah oui, tiens, j'ai ici tout des 1, je ne vais même pas changer de couleur parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, j'ai ici également tout des 1, et en plus, ça devient super facile parce que ce sont des colonnes. Ici, j'ai la colonne B bar, C bar, et ici, j'ai la colonne B, C bar. Si je veux trouver la fonction de sortie, eh ben, c'est B bar, C bar, plus B, C bar, et c'est fini. Mais non, c'est pas fini, parce que vous voyez qu'il y a encore moyen de pouvoir continuer en utilisant l'algèbre de Boole. Vous pouvez mettre C bar en évidence. Vous auriez ceci, B bar plus B fois C bar. B bar plus B, ça fait 1, donc il reste C bar à la fin. Ce qui est normal parce que si vous aviez utilisé les zéros, qu'est-ce que vous auriez obtenu en réalité?
Eh bien, faisons-le d'abord pas pour l'exercice. Voilà, je décide non pas de prendre les 1 mais les 0. Qu'est-ce que j'ai ici alors à ce moment-là? Si je prends le quartet qui se trouve ici, je vais obtenir comme résultat que f bar, à ce moment-là, est égal à, je regarde ce que j'ai dans mon quartet ici. Alors, le A et le A bar disparaissent, le B bar et le B disparaissent, le C est des deux côtés, donc j'ai ceci. Du coup, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est que F est égal à C bar. C'est assez immédiat. Bon, maintenant, si je n'avais pas voulu utiliser la méthode des zéros, j'aurais voulu utiliser les 1. Est-ce que je n'aurais pas pu trouver ces barres directement? Eh bien, la réponse est oui, et voilà pourquoi. En fait, tout ne vous a pas été dit au niveau de l'adjacence. Nous, de notre côté, on travaille toujours à plat, à 2 dimensions, sur une feuille, mais en réalité, vous avez affaire toujours à... Ici, nous pourrions dire que on va dire que bon, qu'on a affaire à un cylindre. Après, on pourra plutôt parler de tore lorsqu'on est à 3 dimensions. Je veux dire ceci, c'est que l'ordre des différentes cases ont été placées, toujours bien en respectant le code Gray, mais on n'était absolument pas obligé de démarrer au nombre 0, 0, 0. C'est par habitude que l'on fait cela, mais tout ce qui était demandé au niveau des adjacences des différentes cases qui se trouvent dans le diagramme de Carnot, diagramme de K tout simplement, et bien c'est simplement que quand on passe d'une case à une autre, il n'y a que un seul nombre qui change à la fois, une seule variable qui change de valeur à la fois. Donc ça veut dire que cette case-ci et cette case-là sont bien adjacentes, effectivement. De même, cette case-là et cette case-là sont adjacentes. Cette case-là et cette case-là sont adjacentes aussi. Mais cette case-ci et cette case-là sont également adjacentes. Dès lors, en réalité, vous n'avez pas 2 doublets, mais vous avez un quartet qui va à ce moment-là se dessiner de cette manière-ci. Et si je regarde le résultat que j'ai obtenu au niveau de l'écriture, je regarde ce que va valoir F. Bon, je gardais la couleur verte, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, au niveau des A, j'ai A et A bar qui disparaissent. Alors, au niveau des B, j'ai B bar et B qui disparaissent. Par contre, j'ai le C bar qui est resté. Eh bien, allons-y. Donc, le résultat final, c'est F égale C bar. Voilà, encore une fois, une certaine subtilité du diagramme de Carnot. Bon, lorsque j'ai affaire à un exercice avec 3 variables, je dois donc dessiner un diagramme de Carnot qui est constitué de 8 cases, et en faisant en sorte que, que les cellules soient toujours adjacentes, de telle sorte que quand on passe d'une case à une autre, il n'y a qu'une seule variable à la fois qui change de valeur. Et je peux également considérer que les cases extrêmes sont tout à fait adjacentes. Et on va constater qu'on retrouve exactement le même phénomène lorsqu'on travaille donc avec 4 variables. Eh bien, regardons un petit peu ce que cela va donner. Voilà mon point de départ lorsque j'ai affaire à un exercice où je dois travailler avec 4 variables. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais commencer par mettre des AB d'un côté, comme ceci, AB, 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 CD, CD, etc. jusqu'à la fin. J'ai plus qu'à mettre mes barres. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mon diagramme de Carnot qui est prêt à être utilisé lorsque j'ai 4 variables. Alors cette fois, vous pourriez avoir affaire à des regroupements de 8. Prenons par exemple celui-ci. Voilà, très simpliste. Donc avec celui-là, je vais aller pêcher un regroupement de 8. Il est assez immédiat celui-là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de trouver à quoi correspond donc la fonction de sortie.
Bon, en fait, je sais que les A bar et les B bar, bon, va d'office disparaître puisque j'ai toutes les lignes qui ont été prises. Il n'y a que les colonnes CD et CD bar. Bah, D et D bar sont prises, donc en réalité, j'ai affaire à C, donc ma fonction de sortie. Bon, c'est nouveau C, c'était un hasard, ce n'était pas voulu. Examinons des cas un peu plus particuliers. Par exemple, celui-ci. Voilà, à première vue, on aurait de dire, ah ben, c'est très simple, il n'y a rien qui est adjacent, donc on est obligé de prendre à chaque fois les 4 petites cases séparément, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que chaque extrémité sont adjacentes, ça veut dire qu'en réalité, cette case-ci, s'il veut bien dessiner, voilà, est adjacente à celle-ci, mais qui est aussi adjacente à celle-là et qui est adjacente à celle-là. Voilà, donc la fonction de sortie va être directement déterminée à partir de ce qui a été sélectionné. J'ai donc alors pour le A, j'ai le A bar et A qui sont pris tous les deux, donc le A disparaît. Pour le B, alors j'ai B bar et B bar en dessous. Donc ça veut dire que B bar, lui de son côté, on le prend. Pour ce qui est du C, alors je vois que C bar et C sont pris, tandis que D bar et D bar apparaissent. Donc en réalité, j'ai ceci. Notez que je suis tombé sur une loi de Morgan. Ça, c'est égal à B plus D bar. Voilà, on a trouvé donc un résultat à partir de toute une série de 1 de cases qui semblaient ne pas être adjacentes alors qu'elles le sont complètement. Voilà, encore un autre bel exemple. Je vois que j'ai des 1 partout, sauf à un endroit bien particulier. Dans ce cas-ci, j'ai pas vraiment envie de commencer à prendre tous les 1 partout, alors qu'avec le 0, je pourrais trouver ma réponse directement. Ben alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais rechercher donc la fonction contraire en disant que je sais que f bar, c'est quoi? C'est facile, hein, c'est A, B, C, D. Ce qui veut dire que si je veux connaître ma fonction de sortie, f, c'est quoi? C'est A, B, C, D, avec une belle grande barre au-dessus, donc comme ceci, hop. Et si je me pose la question, est-ce que je peux aller plus loin au niveau du résultat que j'ai obtenu? Bah oui, c'est encore quelque chose que je peux écrire d'une autre manière. On a de nouveau affaire à la loi de Morgan. Ça, c'est égal à A bar plus B bar plus C bar plus D bar. Et voilà, c'est la fin de cette leçon.